Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de Channel News sur IT Partner, donc l'édition 2024. Tout de suite, je commence avec mon premier invité, Olivier Marty. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier Marty est directeur général d'Apsys Informatique et président de Séquence, le groupement de revendeurs. Exactement, Apsys, société de 35 personnes, un petit peu plus, située à Béziers dans l'Hérault, et qui interviennent dans l'infrastructure, le réseau, l'hébergement, la sécurité, depuis 1994. Voilà, vous faites à peu près tous les métiers de l'IT. Tous les métiers de l'infra, on ne fait pas de développement, on ne fait pas de logiciel de gestion, Sage, etc. On ne fait pas de développement de site web, mais par contre on fait de l'hébergement et on fait aussi du câblage et de la vidéoprotection urbaine, ce qui est quelque chose d'un peu original pour le public d'IT Partner. Mais c'est à peu près 20% de notre activité et le reste c'est de l'infra très classique. Alors qu'est-ce qui a bien tiré l'activité sur 2023 ? Beaucoup la cybersécurité. Votre spécialité ? Oui, c'est une de nos spécialités puisqu'on est labellisé expert cyber depuis le tout début du label. Depuis le tout début, on en est à 3 ans et demi de certification là. Oh oui, au moins. Oui, même après ça va faire 2 ans là, en courant 2024. Donc beaucoup de cyber, essentiellement de la mise en conformité. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de faire de la mise en conformité que du dépannage. Donc on a eu moins d'attaques chez nos clients et beaucoup plus de clients sensibles qui nous ont demandé de vérifier s'ils avaient des failles. Et ça, c'est quand même plus valorisant. Donc c'est de l'audit, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est de l'audit, c'est de l'analyse de failles, de vulnérabilité et du conseil de mise en conformité, oui. Comment ça s'est passé sur les autres activités, la distribution, les infras, justement ? Alors distribution sur tout ce qui est poste de travail, poste utilisateur. Comme le disent tous les constructeurs, 2023 et début 2024, c'est des années un petit peu difficiles, mais c'est normal, hein, c'est post-Covid, tout le monde s'était équipé, donc il y a mécaniquement une baisse du chiffre. Donc ça a stagné. On commence à sentir réellement la baisse de la vente de serveurs liée au passage dans le cloud et en mode SaaS de beaucoup d'éditeurs de logiciels qui sont chez nos clients. Donc forcément, si leurs logiciels deviennent des logiciels SaaS, mécaniquement, on vend moins de serveurs. Je pensais que ça viendrait plus vite. Ça a mis plus de temps, mais on commence à sentir cette tendance-là. Et ça se manifeste donc par de moindres ventes de serveurs, mais est-ce que du coup les activités hébergées sont en hausse ? Oui, elles se sont bien développées. Nous, on a la chance d'héberger nous-mêmes. Depuis longtemps, on est présent dans 2 data centers. On a nos propres infrastructures. Donc, on évite d'aller bosser avec les gros hyperscalers. Et on s'est dit, plutôt que de faire de la marge chez eux, on sait faire de l'infra, autant faire la marge chez nous. Et ça veut dire que les clients passent effectivement des applications dans le web, mais continuent de garder des applications critiques externalisées sur nos data centers ? Alors non, les clients qui ont vraiment des logiciels qui passent en mode web, en mode SaaS et qui restent fidèles à leurs éditeurs, ça c'est très difficile de les capter. Oui. Par contre, on a une frange de clients non négligeables qui tiennent à rester chez des partenaires de confiance. D'accord. Soit en hébergeant, pourquoi pas en mode web, mais sur des serveurs qu'ils maîtrisent ou qu'on maîtrise leurs prestataires, soit des gens qui restent encore sur des logiciels qui n'ont pas fait la bascule du mode SaaS et qui démontent leurs infra on-prem et qui vont les mettre dans notre data center de proximité et gérés par un partenaire avec lequel ils ont une relation de confiance. D'accord. Donc ça a très bien marché. Alors, vous avez donc créé des emplois ? Oui, puisqu'on va être 37 le 2 mai. On était une trentaine il y a l'année dernière encore. Donc oui, et paradoxalement, les recrutements, alors que c'est très difficile, nous ça s'est bien passé. On a fait appel à un bureau de recrutement et on a trouvé assez facilement de très bonnes compétences. Et est-ce que ça va un peu mieux justement au niveau du recrutement ? Est-ce que c'est moins difficile que ça ne l'a été ? C'est difficile à juger. Nous, on a changé notre façon de recruter. Et effectivement, pour nous, il y a moins de difficultés. De là en faire une règle générale, c'est un pas que je ne franchirai pas. Je pense que ça reste très difficile, notamment en cyber. Il manque énormément de compétences. D'accord. Peut-être les candidats sont moins gourmands aussi au niveau salarial ? Non. Ça non. Pas encore. Ah non. Bon. Alors, l'année a été marquée par l'entrée au capital d'un fonds apparemment. Oui, c'est ça. Alors ça a été une année critique, au bon sens du terme pour Apsys, parce qu'un de nos actionnaires fondateurs est parti à la retraite. Et avec mon associé Jérémy Finet, on avait envie de franchir un cap. Parce que s'il fallait juste racheter les parts de l'actionnaire, c'est facile. Mais là, on voulait aller plus loin. Et donc, on a décidé de faire rentrer un fonds d'investissement, qui est un fonds lyonnais, qui s'appelle Capelia,
qui a la particularité d'être un fonds qui appartient uniquement à des entreprises. Il n'y a pas de banque derrière. Donc ils ont le sens de l'entreprise, ça c'était très important. Et donc ils ont pris un tiers du capital, ils ont investi chez nous et on est en phase de recherche de croissance externe. On a 2-3 cibles sur une ligne qui va, disons, de Lyon à Perpignan pour développer Apsis avec des formes très variées, en majoritaire, en minoritaire. Et c'est le sujet du moment et qui va s'étaler jusqu'à au moins fin 2025. Est-ce que vous cédez aux sirènes de la consolidation en faisant de la croissance externe, en visant de la croissance externe? Oui, parce que c'est la logique qu'il y a aussi avec les groupements. Exister chez les constructeurs et les éditeurs est de plus en plus difficile. Ils ont des critères de labellisation métal de plus en plus gros. Et donc il n'y a pas 50 solutions si on veut continuer à exister. Il y a Xefi, il y a Cohesio. Mais quand vous avez la fibre entrepreneuriale, qui sont des modèles, encore une fois, ces deux modèles-là, que je ne critique pas. C'est des modèles, moi ça ne me va pas, mais ils sont légitimes. Mais moi ça ne me va pas. J'ai la fibre entrepreneuriale. Et donc le groupement était une première solution, d'où Séquence Informatique. Et ça marche bien. Et l'autre solution, c'est aussi de faire un peu de croissance externe, mais en gardant l'ADN, en gardant ce qu'on est. D'accord. Voilà. Alors, voilà, on a parlé des gros sujets 2023. Alors maintenant, parlons un peu 2024. On parlait ensemble il y a un instant d'un des gros sujets, c'est le Big Bang VMware. Oui. Vous êtes concerné ? Oui, on est concerné, d'autant plus que le Big Bang VMware, à mon sens, touche beaucoup plus les petits que les gros. Il y a la disparition de tout un tas de références qui étaient très adaptées aux SMB, aux petites entreprises. Et nous, on se retrouve avec des clients où on passe de 8-9 000 euros de licence à 70 000 euros de licence pour la même chose. Et c'est invendable, on ne peut pas expliquer ça aux clients. Donc c'est un véritable séisme. Je pense que les gens de Broadcom sont totalement incompréhensibles dans leur logique. Enfin, ils ont une logique de grands groupes américains. Ils ne sont pas adaptés, ils ne connaissent pas le monde du SMB européen. Et ce qui se passe pour les PME avec VMware est aujourd'hui un traumatisme. Porte de sortie ? Les concurrents. Nutanix vient nous chercher beaucoup, mais Nutanix c'est quand même plutôt haut de spectre, c'est cher. Il y a des gens comme Scale, il y a Proxmox. Tout le problème est d'avoir une solution qui soit industrielle, qui soit sauvegardable. Par exemple, beaucoup de gens utilisent Vim dans nos structures, nos métiers. Et sont pas. Pour l'instant, alors Vim a annoncé le support de Proxmox et de KVM très prochainement, mais c'est pas encore fait. C'est pas fait. Et là, on a un vrai souci. On est en plein dedans. Ok. Et voilà, enfin, les grossistes ne savent pas quoi nous répondre parce qu'eux-mêmes n'ont pas les réponses. Ouais. C'est très très compliqué. D'autres enjeux pour l'année en cours, quels vont être pour vous vos gros chantiers ? Pour Apsis, c'est mener à terme une ou deux croissances externes d'ici la fin de l'année 2024, en tout cas bien les avancer. Et pour Séquence, parce que c'est aussi très important pour nous, c'est de continuer le recrutement. On est à 50 adhérents aujourd'hui. Ah, ça a augmenté du coup ? Oui, ça a fortement augmenté, ça se passe très très bien. Le groupement se passe bien, tout en gardant notre esprit, notre ADN auquel on tient beaucoup. Et 2024, c'est l'année de la mise en place de la centrale d'achat pour Séquence qui va porter les achats en une seule main pour tous les adhérents. C'est la mise en place d'un GIE où on va mutualiser les moyens avec d'autres groupements qui ne font pas le même métier que nous, mais on va mutualiser nos ressources internes. Les groupements vont rester ce qu'ils sont avec leur métier, leur structure. Mais donc pour les achats, toujours humaines. Alors les achats, non. On va avoir le même logiciel, d'accord. On va avoir le même système, le même hébergement, mais des bases séparées, des négociations tarifaires qui restent séparées. Alors ça va se faire avec Exapage notamment. Oui. On n'a pas le même métier, mais il y avait déjà des proximités. On les renforce. Tous les salariés remontent dans un GIE et les groupements deviennent les clients de ce GIE qui va opérer 2 groupements aujourd'hui et probablement 3 voire 4 dans les années ou les 2 ans qui viennent. C'est pour quand ? La création du GIE, on est en plein dedans avant l'été. Ça marche. C'est acté en tout cas. C'est déjà acté. Juridiquement c'est acté. Très bien. Et un petit mot pour conclure ? Eh bien que Broadcom ouvre les yeux et s'aperçoivent que le SMB en Europe c'est un vrai sujet et que le SMB démarre à 200 postes en Europe et pas à 1000. Et qu'il faut prendre en compte ces logiques-là. HPI a très bien compris ça. Dell a très bien compris ça. Broadcom, non. Bon, merci beaucoup Olivier. De rien, avec plaisir. Bonne IT Partner. Bonne fin de salon à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Channel News. Bienvenue pour cette nouvelle édition d'IT Partners, IT Partners 2024.
Comme chaque année, nous recevons sur le plateau des éditeurs, des revendeurs, des grossistes. Nous avons avec nous sur le plateau Pascal Le Digol. Pascal, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, Pascal, vous êtes Country Manager France de WatchGuard. Rappelez-nous rapidement qui est WatchGuard. WatchGuard est un éditeur de sécurité qui propose des solutions de firewall, d'endpoint, de MFA, de Wi-Fi, avec une console centralisée, avec du XDR et les annonces de cette année dont on va peut-être parler un peu. On va en dire quelques mots, et c'est même ma première question. Qu'est-ce que vous présentez cette année? C'est quoi votre actualité? Donc cette année, on a deux choses sur lesquelles on va beaucoup discuter. La première, qui est le sujet numéro 1, c'est le MDR, donc Managed Detection and Response. C'est l'accompagnement de WatchGuard vis-à-vis de nos partenaires pour monter un service managé de détection et de réponse chez les clients en cybersécurité. Donc on met à disposition de nos partenaires des threat hunters WatchGuardiens qui vont repérer chez nos clients communs les attaques en cours, y remédier, y apporter des bonnes pratiques, des améliorations de réseau. Et donc on construit avec nos partenaires et avec ce service MDR une solution pour que nos clients soient cyber résilients. Si on prend... Allez-y, pardon. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point dont on parle et qui va évoluer tout au long de l'année, c'est le XDR qui évolue chez WatchGuard, qui est disponible déjà depuis quelques temps, mais qui va s'ouvrir à d'autres technologies. Jusque-là, on s'attelait à intégrer les produits WatchGuard dans notre XDR. Et cette année, on s'ouvre à du switch, on s'ouvre à d'autres firewalls, on s'ouvre à d'autres endpoints qu'on va pouvoir intégrer dans le XDR. On va faire du NDR, donc la partie détection sur le réseau, avec des logs de switch, avec d'autres équipements. Donc vraiment l'ouverture au monde des autres produits chez les clients. Si on prend un tout petit peu de recul sur votre relation avec les partenaires, est-ce que les attentes de ces derniers ont évolué? Comment est-ce qu'elles ont évolué ces dernières années? Alors il y a une attente qui ne change pas, qui est celle de l'accompagnement. Et on le voit très bien sur IT Partner, hein, c'est là où on voit la relation qui est établie entre c'est une demande partenaires qui est régulière, toujours. Régulière, on a des partenaires qui sont là depuis 20 ans et plus, qui restent avec nous pour l'accompagnement. Les produits, c'est une chose, la simplicité, l'adaptation au marché, mais ce qu'ils vont rechercher, c'est l'accompagnement. Il y a un problème, on est là. On sera toujours là pour eux. Donc ça n'a pas changé. En revanche, ce qui a changé, c'est on sent bien qu'en termes de ressources, ça se tend chez les revendeurs et qu'ils vont avoir de plus en plus besoin de notre aide. Et le MDR en est un exemple. Aujourd'hui, des revendeurs qui sont capables de mettre des threat hunters et d'aller chercher les menaces chez leurs clients, sur le domaine WatchGuard, c'est-à-dire la PME, l'ETI, il y en a très très peu. Et donc ils ont besoin de nous là-dessus en termes de ressources, parce que ce n'est pas des ressources qu'on trouve aujourd'hui en quantité et en qualité suffisante pour que tous les partenaires français puissent avoir leur service maison. On parle beaucoup ces derniers mois d'IA, mais en général, d'IA générative spécifiquement. Qu'est-ce qui fait de l'IA aujourd'hui une menace particulièrement dangereuse aux mains des pirates et face à laquelle finalement vos partenaires risquent sont peut-être même déjà confrontés aujourd'hui? Alors ce qui fait la dangerosité, c'est comme n'importe quelle nouvelle technologie, même s'il y a en soi c'est pas nouveau, mais son usage un peu massif l'est, c'est qu'effectivement les pirates vont pouvoir automatiser des choses, vont pouvoir rendre des choses beaucoup plus concrètes. On voit déjà une utilisation de l'IA aujourd'hui, notamment dans le phishing, où des emails de phishing sont créés par les IA, et beaucoup mieux que ce que le ferait le pirate qui ne maîtrise pas la langue. Donc ça permet de créer des emails de phishing, non seulement qui sont parfaits, mais qui vont aussi utiliser des bases de données de vente sur le dark web, qui vont rendre ces emails encore plus crédibles. Donc vous associez ces données plus l'IA, vous créez des campagnes de phishing qui sont aujourd'hui extrêmement crédibles. Cela dit, il faut quand même tempérer un peu la chose. L'IA va être utilisée par les pirates, c'est indéniable, et va être une arme redoutable. Mais en vrai, aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin avec des attaques qui marchent déjà depuis 10 ans. Aujourd'hui, ils rentrent déjà dans énormément de réseaux, ils font déjà énormément d'argent, énormément de piratage. Donc oui, il faut avoir cette prospective, y penser, se protéger, etc. Mais on est toujours même sur des règles de base, sur de l'hygiène informatique de base. Et les pirates qui utilisent de l'IA, aujourd'hui, c'est presque un luxe, ils n'en ont pas besoin pour rentrer sur les réseaux.
Une dernière question, Pascal. Vous avez déjà répondu partiellement effectivement au fait que l'IA n'est pas quelque chose de nouveau. Dans vos produits, on en trouve déjà d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça justement? Comme on le dit, pour battre une IA à terme, le temps de réaction d'une IA étant tellement rapide, de toute manière ça va être très simple. La seule façon de battre une IA, ça va être de mettre une IA en face. Il faudra mettre une machine en face. Et voilà, là où une attaque sur un ordinateur, on le bloquait par un logiciel sur un ordinateur, l'IA ça sera pareil. Il va falloir de l'IA pour contrer de l'IA. Donc il y a déjà des IA défensives. Nous on utilise de l'IA dans nos produits partout. On a au moins sur le firewall, on a plusieurs moteurs d'IA. Sur le XDR, c'est une IA. Le DR, c'est une IA. Donc les IA, il y en a déjà plein. Par contre, une IA, ça se nourrit de données, de méthodes, ça s'améliore. Donc on va se retrouver dans la même course que d'habitude. On va améliorer nos IA, les pirates vont améliorer leur IA. On va avoir ce fameux jeu du chat et de la souris entre les attaquants et les défenseurs. Au final, comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil. Nouveau. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Voilà, je me tourne maintenant vers notre second invité, Jérémy Torza. Bonjour Jérémy. Alors vous êtes le directeur de la BU informatique du groupe DFM. Rappelez-nous DFM. Alors en quelques chiffres, DFM c'est une structure qui a 22 ans aujourd'hui, de 300 collaborateurs. Un peu le plus près. On est répartis sur une dizaine d'agences en France. Et aujourd'hui on a un intégrateur expert sur les solutions informatiques, télécom, print et des maths, et de sécurité des locaux et des biens et des personnes. On a une approche conseil pour les entreprises qui s'articule autour de 4 enjeux majeurs aujourd'hui pour les structures. Il y a un enjeu de productivité évident, c'est-à-dire qu'on essaie d'être plus compétitif que ses confrères. Évidemment, il y a des enjeux de mobilité. Donc la mobilité, c'est d'avoir accès partout, tout le temps à ses données, à sa data, depuis son smartphone, en déplacement, en vacances, etc. Évidemment, des enjeux de sécurité, donc de sécurité des biens et des personnes, de sécurité informatique au sens large, et bien entendu de cybersécurité. Et le quatrième enjeu sur lequel on est assez fiers encore cette année, on en parlait tout à l'heure, c'est la RSE. C'est devenu un vrai enjeu aussi, un vrai sujet pour les structures. Donc on a pas mal bossé sur le sujet cette année. Alors là, vous m'avez parlé de vos enjeux IT, mais vous êtes dans un groupe qui à l'origine est un bureauticien. Alors, à l'origine, un bureauticien, effectivement, c'est une image qui nous a collé à la peau longtemps, mais on s'étonne toujours pourquoi, parce que les télécoms on en fait depuis 18 ans, l'informatique depuis 15, la sécurité depuis 6, et pour le coup on a des niveaux d'expertise qui sont extrêmement forts dans ces 4 domaines-là. D'accord. Alors rappelez-nous effectivement ce que pèse l'IT au sein du groupe. Alors sur les 66 millions du groupe aujourd'hui, l'IT pèse un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit sur du négoce ou du service récurrent. Un gros quart, enfin un quart. C'est ça. D'accord. Alors vous avez une forte dynamique en 2023 puisque le chiffre d'affaires a progressé de 23%. Exact. Alors un tiers apparemment en croissance organique et puis il y a eu de la croissance externe. Alors rappelez-nous quelles ont été ces acquisitions et puis qu'est-ce qui a tiré la croissance organique? Alors sur la croissance organique, on a mis en place une stratégie qui, force est de constater, fonctionne, de cross-selling. C'est-à-dire que sur les 10 000 clients que compose notre parc aujourd'hui sur la France, on a une stratégie de cross qui vise à adresser à l'ensemble de nos clients toutes les offres de produits et de services chez DFM, parce qu'effectivement c'est souvent plus facile d'avoir tout chez un seul acteur, plutôt que c'est pas moi, c'est l'informaticien, c'est les télécoms. Au moins on a la main sur tout, donc c'est un vrai gage de service pour les clients. La croissance organique, évidemment, ça nous permet de nous adosser encore de l'expertise et de progresser sur le territoire national. On a fait 2-3 belles acquisitions cette année. Une dans la région Rhône-Alpes, à Saint-Étienne, belle structure. Une seconde qui s'appelle Avenir Bureautique. Avenir Bureautique, qui faisait effectivement de la bureautique, un petit peu de téléphonie et d'informatique. On a une belle structure informatique et de téléphonie à La Ciotat, de Marseille, dans la région PACA, qui s'appelle Tris Télécom. On est très heureux de les accueillir cette année. En plus, une équipe hyper dynamique, donc vraiment sympa. Et on a aussi, et ça c'est une fierté, on a acheté une structure qui est notre propre station de télésurveillance. C'est-à-dire que pour la partie sécurité donc des locaux, des biens et des personnes, désormais on a intégralement la main sur le service, puisqu'on a nos équipes en interne. D'accord, donc vous vous diversifiez dans la sûreté. Oui. D'accord, un nouveau métier.
Oui, un nouveau métier qu'on a depuis bien, je vous dis, 6-7 ans. Déjà, oui. Ouais, 6-7 ans, effectivement, et qui, dans tout ce qu'on fait, on essaie de se dire qu'on essaie d'avoir le niveau d'expertise le plus fort, avec les compétences les plus fortes. Voilà. Et pour le coup, pareil, c'est une BU qui marche vraiment très bien. Très bien. Alors, quels ont été les principaux événements marquants pour le groupe, enfin en tout cas pour la BU IT en 2023? Alors pour la BU IT et pour le groupe même du manière générale, on a fait rentrer un fonds d'investissement minoritaire qui vient de nous rejoindre au capital, qui s'appelle Crédit Mutuel Equity. D'accord. Equity, une équipe super. C'est la première fois qu'un fonds rentre au capital? Non, il y avait effectivement la BPI qui nous avait accompagnés il y a 3 ans. D'accord. Pour aussi donner un petit coup de boost et d'accélérateur. Et là, vu qu'on a des ambitions très importantes pour l'avenir, on s'est adjoint les services d'une équipe forte. Des ambitions en termes de croissance externe? Aussi, on essaie toujours de cumuler les deux, les croissances organiques et externes, bien entendu. D'accord, donc des moyens pour recruter aussi? Les deux. On a des moyens de recrutement, de formation, de montée en compétences, c'est des vrais sujets, pas toujours simples d'ailleurs. Ok. Alors un succès, un motif de fierté pour l'exercice écoulé? Alors il y en a effectivement beaucoup. Il y en a un dont on parle beaucoup sur les salons professionnels notamment, qui est la RSE. Et on a beaucoup travaillé cette année à intégrer dans l'ensemble de nos offres une démarche RSE sur l'ensemble des produits et de services. C'est-à-dire que sur le conditionnement, le reconditionnement, les produits recyclés, la remise en service, voilà, c'est quelque chose qu'on a réussi à intégrer sur la quasi-totalité de nos offres. Et c'est une vraie fierté parce que c'est un vrai enjeu aussi pour les sociétés aujourd'hui. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés? On parle souvent de recrutement, de montée en compétences. Alors, ce sont effectivement des enjeux, mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Attirer des nouveaux talents, on a une structure qui est hyper dynamique, hyper attractive, donc on y arrive. Pour autant, le fait d'avoir une offre aussi large, aussi riche, fait que forcément on a des temps de montée en compétences des équipes commerciales qui sont toujours un peu plus longs que ce qu'on aimerait forcément. D'accord, mais alors donc ça consiste en quoi là? Vous avez changé votre méthodologie, vous avez ouvert à un plus grand nombre les formations, ou vous avez cherché d'autres expertises? Alors les deux, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on a renforcé ce qu'on appelle la DFM Academy, c'est-à-dire qu'on a notre propre structure de formation toute l'année. On est d'ailleurs, je pense, une des seules structures de notre taille aujourd'hui à avoir un formateur à temps plein salarié chez DFM qui permet d'avoir la méthodologie DFM, l'approche DFM, les valeurs DFM. Pour ça, c'est une vraie force. Et dans notre organisation commerciale aussi, on a fait en sorte d'avoir des commerciaux qu'on appelle 360 qui vont être un interlocuteur unique et un point d'entrée chez le client, et qui, comme un médecin généraliste, va pouvoir s'appuyer sur différents experts des corps médicaux. Et bien, en interne chez DFM, on va voir toutes les compétences techniques et toutes les expertises techniques. Ça, c'est une vraie force de ne pas avoir à sous-traiter de services, ce qui fait qu'on a la main sur la qualité du service qu'on prodigue partout en France. Il y a des expertises que vous avez fait rentrer dans le portefeuille au cours des 12 derniers mois? Alors, pas directement, on les a fait par de la montée en compétences, par du recrutement un petit peu, mais sur des sujets dont on va peut-être parler après, qui sont des enjeux majeurs de demain sur la cybersécurité, effectivement. Oui, alors parlons-en. Quels sont les chantiers pour l'année en cours? Il y en a plusieurs. Le principal reste la cybersécurité. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entreprises en France, c'est un mot un peu à la mode, comme le cloud il y a 10 ans. C'est un vrai sujet majeur qu'on prend évidemment très au sérieux et sur lequel on est en train encore de travailler pour renforcer nos équipes sur ces sujets-là. Vous partez d'où sur ce sujet? Vous aviez déjà une offre? Bien sûr. On fait de la sécurité informatique au sens large depuis longtemps, mais vu qu'on a vocation à apporter l'offre la plus complète pour les entreprises et avoir la main dessus, effectivement, ça passe par encore du recrutement, encore des nouvelles offres. Effectivement, sur le prochain trimestre, on a des annonces de nouvelles offres à faire qui arriveront, sur lesquelles on est en train de travailler pour avoir une offre de service encore plus complète et être toujours garant de la sécurité chez nos clients. Très bien, merci beaucoup. Une petite conclusion ou une info à rajouter, un message à passer? Non, le message c'est qu'on a des ambitions de croissance fortes, puisqu'aujourd'hui, je vous dis, on est quasiment, on est 300 collaborateurs sur une dizaine de sites. Oui, dont 70, c'est ça à peu près sur la partie IT, hein? Oui, c'est ça. On a 70-80 collaborateurs sur la France pour les expertises IT. Et l'idée, c'est qu'on soit quasiment... Continuer à croître au même rythme. On a l'ambition d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2025 et les 500 collaborateurs. En partant donc de 300 collaborateurs pour aller à 500.
et 66 millions pour aller à 100 millions. Très bien. Et pour le coup, on est dans les temps de passage et voilà, on va renforcer nos équipes et nos régions aussi beaucoup. Très bien, merci beaucoup Jérémy. Merci à vous. À bientôt. Plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Je suis avec Delphine Cuinet, directrice générale d'Eben. Bonjour Delphine. Bonjour Yohan. Alors, on va parler de l'actualité d'Eben. Alors, on peut rappeler peut-être qui est Eben ? Alors, la première raison d'être d'Eben, c'est la convention collective. Puisque Eben est le syndicat reconnu représentatif dans la branche du bureau et du numérique. Donc à ce titre-là, nous négocions les accords de branche, la convention collective, toutes les dispositions de la convention collective, que ce soit les accords formation, les grilles de salaire, les classifications, les accords prévoyance, etc. Donc tout ce qui se trouve dans la convention collective et qui s'applique aux 10 000 entreprises de la branche. Et on a développé en parallèle toute une offre de services juridiques, des services de veille réglementaire, de tendance, des notes de conjoncture, etc. pour nos adhérents. Alors, est-ce qu'il y a eu des actualités concernant la convention collective et les services au cours des 12 derniers mois dont on pourrait faire mention ? Oui, alors, la Eben gagne des adhérents sensiblement chaque année, sensiblement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de rachats d'entreprises, donc il ne se passe pas une semaine sans qu'on apprenne qu'un adhérent rachète un autre, donc ça fait mécaniquement moins d'entreprises. Néanmoins, on arrive à gagner des adhérents malgré tout. Et vous êtes 2500 On a 2500 adhérents aujourd'hui, un petit peu plus de 2500. Ce qui est énorme. On a eu une vague d'adhésion d'entreprises télécoms parce que celles-ci, les intégrateurs télécoms, appliquaient bien souvent, pour des raisons historiques, la convention collective de la métallurgie. Convention collective qui n'est plus tellement pertinente aujourd'hui pour cette activité-là. D'accord. Donc certains nous ont rejoints puisqu'ils ont fait un mouvement, enfin ils ont changé de convention collective pour rejoindre la convention collective Eben que nous gérons. Et donc on sait les accompagner dans ce changement de convention collective d'un point de vue juridique. Donc certains nous ont rejoints. Ça s'est passé quand et qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement précisément ? Alors ce qui a déclenché ce mouvement, c'est qu'il y a une restructuration des branches, une restructuration des conventions collectives avec un peu plus de rationalisation. Donc la convention collective de la métallurgie a alerté ces entreprises en leur disant mais nous, on est la métallurgie, il n'y a plus tellement de pertinence. Et puis nous, on a fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on a fait le nécessaire auprès du ministère du Travail. On a fait le nécessaire auprès des partenaires sociaux pour pouvoir accueillir ces entreprises télécoms au sein de la convention collective. Donc on a élargi le champ d'application de la convention collective. Et les intégrateurs télécoms peuvent aujourd'hui appliquer la convention collective Eben. D'accord. Alors est-ce qu'il y a du neuf au niveau de la convention collective ? Alors, c'est l'actualité classique de la convention collective avec des négociations sur les salaires qui sont toujours un petit peu délicates avec les partenaires sociaux, des accords prévoyance, etc., les différents accords de branche, le quotidien de la négociation de branche. Et alors, vous avez constaté l'augmentation des salaires sur les dernières années ? Oui, au niveau de l'inflation, évidemment, il faut qu'on s'aligne. Il faut que la branche reste attractive. Donc, et alors, elle est restée ? Oui, elle est restée. Enfin, les partenaires sociaux me contrediraient s'ils étaient là, bien sûr, chacun est dans son rôle. Ouais. Néanmoins, on essaye de faire ce qu'il faut pour maintenir un dialogue social plutôt correct. Oui, parce qu'il faut rappeler, vous représentez les patrons, évidemment, de la profession. Oui, et puis on a le ministère du Travail qui veille à ce que les branches se mettent à jour et négocient les salaires et ne soient pas, surtout les premiers niveaux des classifications, ne soient pas rattrapés par le SMIC. Donc on veille à ce que tout ça soit mis à jour. Alors vous me dites que parmi les actualités de 2023, vous avez une douzaine d'adhérents labellisés QVCT. Oui, c'est ça. Alors, un motif de fierté pour vous ? Oui, c'est alors, on peut rappeler ce que c'est ? Oui, on a de plus en plus, on a constaté, ça fait plusieurs mois que les adhérents viennent vers nous et nous disent mes clients me demandent ce que j'ai fait en matière de RSE, quels sont mes engagements en matière de RSE. Alors j'ai bien conduit des actions, que ce soit pour le bien-être des collaborateurs, que ce soit pour réduire mon impact environnemental. Mais comment je peux valoriser ces actions qui sont un peu isolées ? Il n'y a pas vraiment de démarche structurée, de vraie stratégie RSE développée au sein de l'entreprise. Donc on a mis en place des outils pour les accompagner. On a commencé par un référentiel RSE. C'est une sorte de guide de bonne pratique avec des vrais exemples d'actions concrètes et des indicateurs pour les accompagner à structurer leur démarche RSE.
C'est vous qui l'avez mis en place, hein? Oui, c'est nous qui l'avons rédigé avec les adhérents, effectivement. On a mis en place des groupes de travail. Ça date de quand? Pardon? Ça date de quand? On l'a sorti fin décembre 2023, donc c'est un travail qui a duré toute l'année 2023. Effectivement, ça a été notre fil rouge de l'année. Et du coup, vous avez vos premiers labellisés. Alors, ça, c'est le chapeau RSE, c'est le référentiel. Puis après, on s'est dit, on va travailler un petit peu plus sur le S de la RSE, parce que RSE, on passe souvent environnement, mais il y a aussi le S, le social. Et on s'est dit qu'on devait prendre la parole sur ce sujet, puisqu'on a des adhérents qui aménagent les espaces de travail, donc qui ont des choses à dire. On a de l'expertise sur le bien-être des salariés au travail. Donc on a mis en place, on propose à nos adhérents un label qualité de vie et conditions de travail. D'accord. Qui permet d'abord de vérifier la conformité réglementaire en matière de droit du travail, c'est déjà pas une mince affaire, mais aussi qui permet de sonder, de s'auditer sur le bien-être des collaborateurs. Parce qu'on pense tous mettre des choses en place pour les collaborateurs, faire bien, puis finalement on se rend compte que des fois les collaborateurs n'ont pas tous le même ressenti, on est un petit peu parfois en décalé. Donc c'est encore une fois une initiative Eben. C'est une initiative Eben, absolument. Et donc un label dont vous espérez qu'il va faire florès. Oui, on a une douzaine de labellisés pour le lancement du label la première année, donc c'est plutôt un beau succès, on en est fiers. Et puis on poursuit cette action, d'autant plus qu'il y a des financements possibles avec l'OPCO, on a réussi à décrocher des financements. Avec l'OPCommerce, l'OPCO de la branche, l'opérateur de compétences qui gère les fonds de la formation de la branche. Donc il y a des financements possibles. Et donc ça permet vraiment de s'engager dans un projet d'entreprise et d'avoir surtout une feuille de route et une feuille de progression. Et c'est vraiment un enjeu business, un enjeu d'image de marque, d'attractivité et un enjeu de productivité aussi, puisque on sait que là, c'est plus à prouver, on l'a déjà démontré que la QVCT et la productivité sont évidemment liées. Alors, vous me disiez que le contexte économique était un peu plus tendu et que vos adhérents le ressentaient. Ça s'est manifesté comment ? Alors, on lance régulièrement des enquêtes de conjoncture. La dernière, qui date de décembre 2023, fait remonter que 37% des adhérents projetaient un deuxième semestre 2023 avec une baisse de chiffre d'affaires. Donc c'est assez inédit, c'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, surtout dans l'IT et les télécoms qui sont toujours plutôt bien portés. Là on sent que c'est un petit peu plus tendu, que peut-être l'euphorie d'après Covid retombe. On sent que c'est un petit peu plus tendu effectivement. On en est là. Donc pour l'instant c'est une impression, c'est une attente, voilà. Tout à fait. Mais voilà, ça s'est pas encore vu dans les chiffres d'affaires ou dans les. Pour l'instant, non. Voilà, il y a simplement cette enquête de conjoncture, puis le ressenti qu'on a quand on échange effectivement avec nos adhérents. La prochaine enquête de conjoncture, elle aura lieu. Je pense courant premier semestre, d'ici un mois ou deux, on lancera une deuxième enquête de conjoncture, sachant qu'on a aussi chaque année une étude réalisée par la Banque de France sur la santé financière de nos entreprises, donc qui est réalisée à partir des bilans des entreprises de la branche. Donc là, pour le coup, c'est plus un ressenti, c'est vraiment du factuel. Et celle-ci, vous l'aurez quand ? Alors celle-ci, on la lance dans l'été, on a les résultats en général en septembre-octobre. D'accord. Voilà, est-ce que vous avez un chantier ou des chantiers cette année On poursuit sur cette thématique RSE avec toujours ce label QVCT. On lance aussi pour le E de la RSE, le côté environnemental, un diagnostic. On accompagne nos adhérents au diagnostic carbone. D'accord. C'est un accompagnement de 3 mois qui leur permet aussi de faire une feuille de route de décarbonation pour l'entreprise. Là aussi, il y a des financements possibles. Donc voilà, toujours la RSE, la cybersécurité qui est toujours d'actualité et le recrutement, la formation, ce sont nos principales thématiques sur 2024. Merci beaucoup Delphine. Avec plaisir, merci Yoann. Au plaisir. Je vous retrouve tout de suite avec mon invité suivant. Je parle de Lionel Vargel, directeur général de My Digital Spirit. Bonjour. J'entends rien du tout. Ah, alors, je suis avec Lionel Vargel. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de My Digital Spirit. Oui. Rappelez-nous rapidement la vocation de My Digital Spirit. Alors My Digital Spirit est une agence digitale dédiée au monde de l'IT. Donc on va accompagner nos clients qui représentent tout l'écosystème, revendeurs, MSP, intégrateurs, éditeurs, grossistes, constructeurs, dans leur transformation digitale.
dans la mise en œuvre et le déploiement des leviers du marketing digital pour développer le business en utilisant Internet en fait. Voilà, on travaille aussi à l'externalisation du marketing pour répondre à des enjeux différents. Ça peut être de la croissance importante, remplacement d'une ressource clé du marketing, l'acquisition de nouvelles compétences. Voilà, donc on intervient avec une véritable expertise sur les métiers du marketing digital, orienté business bien évidemment. On fait évidemment la refonte, la création de sites web et tous ces sujets qui sont évidemment indispensables. Et la deuxième valeur ajoutée essentielle, c'est qu'on est des experts de l'IT puisqu'on parle la même langue que nos clients. Voilà, donc une agence marketing dédiée ou spécialisée IT. Alors vous avez une actualité importante là, toute chaude. Vous avez créé un collectif qui s'appelle Marguerite Consulting. Alors en quoi ça consiste? Alors Marguerite Consulting, en fait, c'est la rencontre entre des experts de l'IT et du marketing et de plein d'autres métiers. Bon, à l'image de ce que je fais avec My Digital Spirit, moi au départ je suis aussi consultant en transformation digitale, donc des clients vont venir vers moi à titre personnel pour que je puisse les accompagner sur des sujets liés à la transformation digitale. Donc là on parle plus de marketing. Alors, je vais préconiser moi des plans d'action pour mes clients et avec My Digital Spirit je vais les mettre en œuvre. Mais je suis dans un environnement qui est propre à mon niveau d'expertise, qui est large, je suis entrepreneur, je peux aborder plein de sujets. Donc souvent mes clients me posent des questions sur d'autres sujets. Par exemple la stratégie achat, la cession d'entreprise, le développement commercial, le recrutement, les RH, plein de sujets transversaux propres aux contraintes, aux enjeux des différents entrepreneurs. Oui, voilà. Du chef d'entreprise. Exactement. Donc du coup, Marguerite Consulting, c'est la rencontre de 5 consultants seniors, tous issus de l'IT, pour 4 d'entre eux en tout cas, avec des très très fortes expertises et complémentaires. Donc on est 5 consultants indépendants qui avons décidé de créer un collectif pour pouvoir répondre de façon pluridisciplinaire à vraiment tous les enjeux de nos clients. Donc quand l'un d'entre nous va aborder une problématique particulière, maintenant, grâce à ce collectif, on va pouvoir répondre à peu près tous les enjeux. Alors, donc, on le redit, vous êtes capable de répondre sur les problématiques de transmission, c'est ça? Alors, de transmission, de croissance externe, d'hypercroissance, des problématiques de recrutement, problématiques de stratégie d'achat, évidemment. Tout ce qui me concerne, la partie digitale, la transformation du business model, le marketing, la com. D'accord. On va aussi aborder des sujets très intéressants comme le Go-to-Market France, des éditeurs, des constructeurs qui veulent rentrer sur le marché. D'accord, donc vous ne travaillez pas seulement pour des entrepreneurs, mais également pour des éditeurs ou des... Tout à fait, absolument. On va aussi aborder nos clients grossistes sur de la channel strategy, donc on va pouvoir aussi accompagner ces gens-là sur la gestion du développement de leur réseau de partenaires. Pour les constructeurs et les éditeurs, c'est le développement du channel. Alors, on a des expertises en channel management au sein de l'équipe. Donc, vous voyez, on va couvrir à peu près toutes les dimensions stratégiques qu'on va retrouver chez l'ensemble des acteurs de l'écosystème. D'accord, donc ce collectif, il est né d'un besoin qui n'était pas couvert ? Nous le pensons intimement, en effet. En tout cas, la notion de pluridisciplinarité avec un socle commun qui est celle de la connaissance de l'IT, oui. À notre connaissance, voilà, ça n'existe pas. Un accompagnement stratégique pour l'entrepreneur, le prestataire IT, l'entrepreneur de... Tout à fait, l'entrepreneur, ou alors le manager, le general manager, ou le channel manager d'un constructeur. Voilà, donc ça correspond en fait à une demande du marché qui est assez logique. Quand on va aborder un client sur sa stratégie, on va arriver sur un sujet et globalement, on va tirer la ficelle et pouvoir conseiller et accompagner le client sur plein d'autres sujets. D'accord. Qu'il soit intégrateur, revendeur, grossiste ou constructeur. Et vous adressez plus particulièrement aux PME du secteur? Alors pas forcément. C'est vrai que pour certains sujets, on va aborder la PME, le revendeur de proximité, mais on travaille aussi avec des startups dans le monde de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc il y a tout un accompagnement sur le go-to-market. On va accompagner des éditeurs et des constructeurs de taille moyenne, voire de taille importante. Nos grossistes adorés qu'on connaît tous sur le marché sont aussi nos clients sur des sujets. On va travailler avec des ETI. On n'est pas fermé à une taille. Les besoins peuvent être les mêmes ou différents en fonction de la taille. Mais on a une capacité justement à intervenir
sur tous ces sujets parce que dans le collectif, vous avez des gens qui ont travaillé dans des grands comptes, des gens qui ont travaillé en des PME, il y a des entrepreneurs comme moi qui ont pu aussi accompagner des startups, qui ont créé des startups, qui ont développé des sociétés. Donc on va couvrir un petit peu toutes les typologies de clientèle, mais toujours avec ce socle commun, c'est on parle la même langue que notre client et on connaît très bien l'écosystème. Est-ce qu'il y a des tendances que vous retiendriez qui seraient valables pour l'ensemble de la profession, en tout cas pour la plupart des entrepreneurs du secteur, sur les 12 derniers mois? Alors nous, ce qu'on constate en termes de besoins, il y a plusieurs sujets en ce moment. Je l'ai évoqué rapidement, il y a la transmission. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, une grande partie des dirigeants d'entreprise, surtout chez les revendeurs, est plutôt en phase de cession à la retraite ou déjà à la retraite ou pas très loin de l'être. Et il y a là cette nécessité de pouvoir finaliser la transformation de ces modèles-là, les rendre parfois plus digitaux, mais optimiser l'ensemble des process pour faciliter la transmission. Ça, c'est un exemple qu'on voit beaucoup en ce moment, plutôt lié à la courbe générationnelle des dirigeants des revendeurs. Donc là, il s'agit de valoriser une entreprise avant de la céder. Tout à fait, absolument. Et là, nous, on va habiller la mariée, on va dire. Faire ce qu'il faut pour la valoriser, pour qu'elle soit, qu'on puisse la transmettre dans les meilleures des façons possibles. Il y a évidemment la transformation digitale du business model qui touche tout le monde. Ça, c'est essentiel. Et dans cette période un petit peu compliquée en ce moment de tension, on va sur le business. De tension sur le business. Sur le business, ouais. Parce que donc, c'est moins facile. Ouais, c'est moins facile. On va travailler à l'optimisation des achats aussi, la stratégie achat, qui est souvent mis un peu de côté, mais là qui devient essentiel pour optimiser la productivité des organisations. Voilà, c'est quelques exemples, il y en a plein d'autres. La stratégie globale d'une entreprise, comment je gère mon hypercroissance, comment je passe d'un modèle traditionnel à un modèle MSP, par exemple, toute la notion d'intégration des outils. Voilà, c'est des sujets aussi qui sont assez communs en ce moment. Et on voit aussi un autre exemple, c'est l'arrivée d'acteurs sur le marché français qui veulent pénétrer ce marché. Soit ils le sont sur le brin ou autre chose, sur l'électronique, mais ils veulent entrer sur l'IT. Soit ils viennent sur le marché français avec des solutions, et ça vient souvent généralement d'Asie, et qui n'ont pas du tout les connexions ni le savoir-faire pour pénétrer le marché français. D'accord, donc là on parle de matériel. Alors pas forcément, ça peut être du logiciel, ça peut être du matériel, mais oui, on est plutôt sur des modèles de constructeurs et d'éditeurs, ouais, tout à fait. Très bien. Ok, un petit mot à rajouter Oui, alors nous, notre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est le pragmatisme, c'est-à-dire contrairement à des cabinets consultants très respectables au demeurant, nous, on va apporter un vrai savoir-faire théorique, poser des diagnostics, fort de notre expertise et de notre seniorité, mais surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable d'accompagner la mise en œuvre opérationnelle. C'est cette double compétence, cette double approche qui peut nous différencier. Vous arrêtez pas au PowerPoint. Non, voilà. C'est important la théorie, c'est important le diagnostic, de permettre à des dirigeants de lever le nez du guidon, mais c'est aussi important de concrétiser nos conseils. Et tout ça avec une approche qui est financièrement accessible pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Très bien. Merci Lionel. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, je suis maintenant avec Alexandre Loret, PDG d'Inea, ex-Document Store. Bonjour. Bonjour Johan. Alors, Inea, effectivement, c'est le nouveau nom de Document Store. Document Store, dont on peut peut-être rappeler, c'est un groupe à l'origine bureautique, mais avec une activité IT assez développée, à Paris, Je vous laisse poursuivre. Tout à fait, Johan. Donc, Inea a effectivement pris la place de Document Store dans l'écosystème IT français lors d'une soirée du 25 mai 2023, l'année dernière, donc, à l'occasion de la célébration des 25 ans de Document Store, qui avait été effectivement créé en 1998 sur la base d'un contrat de concessionnaire Xerox, que nous sommes toujours et que nous revendiquons toujours, puisque le print est toujours d'actualité au sein de l'entreprise. Et donc, dès le départ, eh bien, les fondateurs avaient proposé des offres complémentaires à cette carte Xerox, qui était donc l'offre IT et l'offre de supplies.
Donc le groupe s'est développé par des acquisitions notamment de métiers bureauticiens. Donc on a acquis au cours des 25 premières années, enfin 23 premières années pour être plus précis, des équivalents, des homologues bureauticiens. Et puis depuis maintenant 3 ans, à travers le rachat d'Habildoc, à travers la création de notre propre service client, eh bien, Document Store s'est totalement transformé et a donc laissé la place à Ineia, qui est, je dirais même, vraiment né depuis maintenant quelques semaines avec l'arrivée de DSI au sein de notre groupe, qui vient, je dirais, accélérer encore plus notre transformation. Alors on va dire qui est DSI, c'est un infogéreur, c'est ça? Une société de service? Tout à fait, c'est une société purement servicielle qui existe elle-même depuis 25 ans. À Paris? À Paris, à Clichy pour être très précis, qui est positionnée sur les PME ETI. Combien de personnes? 70 personnes. Oui. Voilà, donc ce qui nous permet de doubler l'effectif du groupe, puisque nous sommes donc aujourd'hui entre 140 et 150 personnes pour un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Alors c'est ça qui m'interpelle toujours, hein, c'est que vous faisiez 80, enfin un peu moins du coup, 70 millions, c'est ça? Oui. À 70 personnes. Tout à fait. Parce que vous avez une grosse activité négoce. Voilà, c'est-à-dire que la raison d'être d'Ineia aujourd'hui, eh bien, est de proposer une offre globale aux PME et aux ETI dans le cadre de leur transformation, puisqu'aujourd'hui tous nos clients évoluent, donc nous devons les accompagner dans cette évolution, dans cette transformation, et nous devions avoir une offre complète. C'est-à-dire les services? Voilà, donc notre offre complète commence par déjà une phase d'écoute extrêmement importante, puisqu'on est là pour conseiller, orienter le client, mais aussi pour l'équiper. Donc c'est là où effectivement notre ratio chiffre d'affaires est boosté de par le niveau d'équipement qui est souvent assez coûteux. Vous vendez quoi en fait? Des infras? On vend de l'infrastructure, on vend les équipements d'impression, on vend de la licence, on vend bien évidemment donc du service. Mais parce que dans les métiers historiques de la bureautique, le périphérique d'impression n'était pas vendu, il était loué. Alors, il est loué par le client final, mais en réalité, par l'intégrateur, il est vendu à un bailleur, puisque entre les deux, il y a ce service financier. Compte dans le chiffre. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Voilà, donc Ineia aujourd'hui a donc la possibilité d'accompagner donc nos PME ETI françaises dans cette transformation digitale qui est indispensable pour tout le monde, indispensable pour n'importe quel métier. Et nous souhaitons bien lui donner un sens original pour nous, et originel, qui est un sens premium, c'est-à-dire que nous avons vraiment la volonté d'être l'acteur premium et durable dans la transformation digitale des entreprises. Oui, alors ce qu'on peut rappeler peut-être, c'est que vous êtes installé dans le 8e arrondissement. Tout à fait. Et que vous avez une clientèle d'avocats d'affaires. Oui, alors pas que. On a effectivement pas mal de cabinets d'avocats, dont les firmes internationales, mais également tout cet écosystème financier, que ce soit les majors de l'audit, que ce soit les activités notariales, que ce soit tout le service, mais pas que. Nous avons aussi des promoteurs immobiliers, nous avons aussi des industriels, nous avons aussi des sociétés de luxe. Donc, et plus de 3000 clients. Voilà, tout cela pour plus de 3000 clients aujourd'hui. Et donc nous avons la chance d'avoir une diversité de clients incroyable, mais qui ont tous un point commun, c'est la volonté d'être elles-mêmes premium, donc d'avoir effectivement un partenaire premium. Et pour moi, le premium, c'est avant tout un ensemble de valeurs. Et ces valeurs, eh bien, elles sont autour de l'excellence, la recherche de l'excellence constamment, l'éthique qui est pour moi aujourd'hui extrêmement important, et la passion que nous allons donner à notre client. Je souhaite que nos clients se sentent réellement accompagnés et soutenus dans leur quotidien. Très bien, alors donc l'idée en rachetant DSI, c'est d'apporter cette couche service que vous n'aviez pas jusqu'ici, que vous sous-traitiez, oui, c'est ça? C'est ça, tout à fait. DSI, en fait, grâce à DSI, Ineia devient un réel faiseur de services, si je peux parler ainsi, puisqu'auparavant, donc, nous distribuions déjà 22 millions d'euros d'équipements qui généraient du service, mais que nous faisions faire à des partenaires. Aujourd'hui, ce n'est plus la demande du client. Le client veut une offre globale, veut une offre supportée par une tête, et il était indispensable pour nous d'intégrer cette chaîne de valeur, d'intégrer cette expertise, dans notre chaîne de valeur qui est pour nous finalement la plus importante, c'est la plus cruciale, et qui vient renforcer certainement notre point le plus fort qui est la relation client justement. Très bien.
Alors, on va peut-être parler aussi voilà, de ce qui a alimenté votre croissance en 2023. Alors, quels ont été vos points forts? Alors 2023 est dans la continuité des années précédentes, c'est-à-dire la plus forte croissance est sur les revenus récurrents, donc que ce soit les revenus cloud, les revenus serviciels, que nous allons donc maintenant désormais directement opérer nous-mêmes. Donc là nous sommes sur une croissance de plus de 20% de nos activités récurrentes, qui nous permet d'absorber quand même une contraction de l'impression, qui reste encore, comme je le disais tout à l'heure, prenante, présente dans les entreprises, mais voilà, c'est vrai que l'usage est quand même en légère contraction. Très bien. Oui, en légère contraction, peut-être donner une idée, structurellement, c'est quoi? Alors, les chiffres sont très variables en fonction de l'activité, en fonction de la zone géographique. On constate qu'entre Paris et, du moins entre l'Île-de-France et la province, c'est pas forcément les mêmes chiffres. Entre deux activités, ça peut être très très différent. Donc, bon, nous on constate plutôt encore une contraction de 7-8% sur l'année 2023 en termes d'usage par rapport au volume d'impression. Voilà. Alors, très bien, voilà, c'est pour 2023. Maintenant, 2024, quelles vont être les prochaines étapes et les chantiers de votre développement? La prochaine étape, c'est de réussir l'intégration opérationnelle et commerciale de DSI. Parce que là, c'est tout frais. C'est tout nouveau. Voilà, c'est tout nouveau, oui et non, parce que nous avons closé le deal le 8 février, mais nous avons déjà signé nos premiers contrats clients, puisque nous avions, avec Jean-Yves Zaoui, le fondateur de DSI, anticipé les opérations de façon à ce que dès le mois de janvier, nous avons déjà commencé à approcher nos clients pour leur faire profiter de l'offre DSI, qui est une société donc très orientée. 95% de son activité est servicielle, donc ça va de l'infogérance, hein. Voilà, oui, pas que infogérance, hébergement, parce que nous avons donc une très forte activité d'hébergement de haute disponibilité. Cette organisation étant elle-même certifiée ISO 27001 et tout récemment HDS. Donc le cloud privé est un maillon très très important de l'offre DSI. Drivé et entouré et accompagné évidemment par de l'expertise servicielle, de l'écoute à l'intégration, à l'infogérance, au support. D'accord. Donc aujourd'hui, nous avons l'ensemble de nos collaborateurs sont ravis, l'ensemble de nos collaborateurs est ravi de l'intégration de cette société qui vraiment nous permet d'apporter une respiration à nos équipes, mais à nos clients aussi, de façon à être totalement autonome face à lui et de maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur qu'on lui propose. Donc l'intégration de DSI et d'autres chantiers, vous aviez... Ça c'est le quotidien, ce sera le quotidien de 2024 et la projection sera sur l'intelligence artificielle. Que nous souhaitons là aussi, investir très fortement. Nous souhaitons faire partie, des premiers acteurs à intégrer cette technologie, ce qui est déjà le cas puisque nous avons dans nos outils d'ECM déjà intégré des premiers services d'intelligence artificielle autour de la traduction, du résumé texte, etc. Alors ECM, outils de CM, Entreprise Content Management, des outils de GED, de gestion documentaire. D'accord, voilà, le nouveau nom de la GED. Voilà. Donc ça, c'est la priorité. Et vous avez donc déjà intégré des outils pour faire donc du résumé, vous disiez oui, tout à fait. On a déjà intégré le Copilot en fait à notre plateforme DocuShare, permettant de la traduction du résumé de documents à la demande directement depuis la plateforme. D'accord. Donc l'intelligence artificielle est, pour nous, il y a deux lames de fond indéniables, c'est l'intelligence artificielle et le RSE. Ce sont nos deux phares, quelque part, en plus de toutes les priorités qu'on s'impose. Mais ce sont vraiment les deux phares pour le INEA 2027. Nous souhaitons faire partie de ces acteurs qui seront vraiment prédominants et influenceurs, si je peux parler ainsi, sur la partie RSE et hyper pionniers sur la partie intelligence artificielle où nous sommes qu'au début d'une longue histoire. 2027, INEA 2027, pourquoi ? C'est quoi 2027 ? C'est votre plan business ? Ouais, moi j'aime bien toujours me faire une projection à 3 ans et effectivement j'aimerais que mon objectif c'est qu'INEA 2027 soit l'acteur de référence dans l'IT, d'une IT premium et durable. Très bien. Merci beaucoup. Merci Johan. Bon Allez, salon. merci.
voilà, je suis maintenant avec Bruno Zacon, DG, directeur général d'Infinigate France. Bonjour Johan. Bon, alors voilà, c'est une nouveauté, c'est un recrutement récent. Hein. On vous connaissait d'une autre entreprise, c'était ARP, du groupe Bechley, exactement. Bechley, voilà. Et vous avez rejoint Infinigate l'année dernière? Exactement, j'ai rejoint Infinigate en fait depuis le 1er septembre. Alors pour rappel, Infinigate c'est un groupe européen, un des leaders en tant que grossiste de cybersécurité. On est positionné dans tous les pays européens, y compris bien entendu la France. En France, on va dire que Infinigate, pour faire rapide, c'est le résultat de la fusion de 3 entreprises, Infinigate, Nuvias et D2B, avec une grosse spécialisation pour 90% la cyber. Et les 10% restants, c'est la partie réseau quand même qui progresse chez nous. D'accord. Avec des marques comme Juniper et Riverbed. Et donc moi je suis arrivé en septembre pour prendre la direction générale de l'ensemble. C'est une entreprise de quelle taille en France? Alors en France, on pèse 140 millions d'euros. On fait une croissance moyenne de l'ordre de 10%, notamment l'année 2023 qui était un peu plus compliquée contextuellement parlant. Mais là, on a un exercice fiscal qui commence à partir d'avril et on se projette sur une croissance de l'ordre de 20% pour l'an prochain. Et c'est 80 personnes. 80. Voilà. D'accord. Alors effectivement, on peut peut-être rappeler voilà, de quoi a été faite l'année 2023. Alors il y a une transition apparemment. Transition de management, de stratégie également? Alors la stratégie elle a été remise à plat par mes soins quand je suis arrivé. J'ai recruté aussi pour cela en novembre un nouveau directeur commercial qui est arrivé, qui s'appelle Yannick Bourque, que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer. Et donc 2023, une année compliquée mais sur le marché français et un peu partout en Europe, hein. Sortie de Covid, fin du quoi qu'il en coûte, les taux d'intérêt, l'énergie. Donc nous en tant que grossistes, on a des clients qui sont des revendeurs, qui ont leurs clients qui sont les entreprises. Des entreprises qui traversent aussi un contexte compliqué économiquement parlant, donc un tassement du marché et une tension du marché, donc un tassement sur la partie marge. Néanmoins, on a réussi quand même à faire une croissance de l'ordre de 8 à 10% l'an dernier, ce qui est très honorable. Et comme vous l'avez dit, une nouvelle stratégie. Alors stratégie qui est orientée sur déjà une réorganisation sur la partie commerciale. On va doubler le nombre de ressources commerciales sur le terrain. Pour accompagner les revendeurs, on va passer on avait 6-7 personnes, on va passer à 15 personnes. Et on accompagne aussi les vendors avec des business développeurs que l'on recrute aussi pour chacun des vendors qui viennent nous rejoindre. Et vous avez donc recruté également donc des vendors, enfin des marques. Alors, il y a des nouvelles marques qui viennent se joindre à nous. Vous avez dit tout notamment à l'heure, en 2023, il y a eu Cyber Reason et ForcePoint. Là, depuis ce début d'année, on a 3 nouvelles marques qui viennent de rejoindre nos rangs. C'est Rapid7, Ivanti, Logarithm. Et il y en a d'autres qui sont prévus pour le courant de l'année 2024. Pourquoi ? Moi, je pars du principe que nos clients revendeurs ont des clients qui ont des besoins. Et je veux être sûr d'une chose, c'est qu'ils puissent trouver la réponse en cyber, en tout cas, auprès d'Infinigate. Quel que soit le besoin qu'ils ont, ils doivent pouvoir trouver la réponse. Ah, mais ce sont des référencements France ou groupe? France et aussi européen. D'accord. On assure aussi une couverture européenne, mais aussi au Moyen-Orient où on a une grosse filiale qui pèse 600 millions d'euros, qui s'appelle Starlink, mais qui appartient au groupe Infinigate. L'Allemagne, par exemple, c'est 1 milliard d'euros. Oui, c'est gros. Pour ça, oui. Donc, ces marques viennent rejoindre un catalogue global qui couvre tous les pays. Alors que je comprenne bien, ces marques ont été référencées par l'Allemagne, la maison mère, ou elles étaient déjà référencées et la France s'est mise au diapason? Ça peut être un appendix qui vient se rajouter au contrat global que l'on a pour ouvrir un nouveau pays. Ça, c'est possible. Mais ça peut être aussi une initiative. On a eu des discussions, ne serait-ce que ce matin, sur le stand, avec des vendors qui souhaitent venir nous rejoindre par le côté local pour bénéficier, bien entendu, de notre rayonnement international. D'accord. Ça porte le catalogue à combien de marques en France? Alors, aujourd'hui en France, on est autour de 25 principales marques. Bien entendu, on a ce qu'on appelle une long tail, c'est un ensemble de marques en plus. On va dire qu'au global, c'est 35 marques. On pense que sous 12 mois, dans les 12 prochains mois, on va passer de 35 à 45 marques environ. Notre objectif, c'est pas de prendre tout pour faire de tout, c'est pour pouvoir accompagner avec la qualité et accompagner la montée en compétence des revendeurs sur ces marques-là. Est-ce qu'il y a des marques qui ont particulièrement tiré la croissance en 2023, des marques ou en tout cas des segments de marché? La cyber reste un marché en croissance, quoi qu'il en soit. Oui. Donc, et sur ce marché de la cyber, est-ce que
Voilà, il y a des domaines particuliers. Alors, il y a qui des sont marques. particulièrement, Maintenant, je peux pas dynamiques. parler au nom des marques parce que chez nous, il y a des marques qui font une forte croissance et d'autres un peu moins. Oui. Mais ce qui n'est pas forcément le cas sur la France. C'est-à-dire qu'une marque qui fait une forte croissance chez nous Oui, voilà. peut c'est- faire une croissance moindre On sur parle le de la marché. France. Je peux pas citer de marque comme ça. Mais Mais on a WatchGuard, on a Checkpoint, on a WeSecure, on a ForcePoint. Toutes ces marques-là font de la croissance chez nous. Mais est-ce que c'est l'EDR ou L'ensemble. l'ensemble? L'ensemble. Voilà. L'ensemble des volets. Alors, il y en a qui ont plus les faveurs du marché actuellement que d'autres. Mais c'est à peu près l'ensemble qui progresse chez nous. D'accord. Autre nouveauté aussi qui va apparaître, je pense que vous souhaitez qu'on parle aussi de l'année 2024. Tout à fait. Alors, comme je le dis, on a un exercice fiscal qui commence au 1er avril. Et on a pas mal de nouveautés. Déjà, on déménage. Parce Vous qu'on allez où? grossit. Oui. Donc voilà, on reste sur Boulogne. Mais on va être sur un seul et même plateau pour que les gens puissent collaborer de façon simple D'accord. avec le télétravail, tout ça. Je veux que les personnes puissent collaborer. Donc on déménage. On a aussi Infinity Cloud, notre plateforme cloud qui vient nous rejoindre, qui s'ouvre en France en D'accord. juin. Plateforme de provisioning, licence. Oui, exactement. Pour faire, pour déployer ça sur le mode SaaS en provisioning. D'accord. Donc ça va arriver au mois de juin pendant un de nos gros événements qui s'appelle, vous serez bien sûr présent, le Cyber Security Summit qui aura lieu à Paris mi-juin. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les grosses nouveautés qui arrivent là dans 3 à 4 mois. Ok. D'autres chantiers en cours ou voilà, on a fait le tour? Bah déjà, la stratégie qu'on a mis en place commence à porter ses fruits. Sur les 3 derniers mois, on fait une croissance moyenne de l'ordre de 8 à 20%, ce qui est pas mal, ce qui est honorable en top line. On espère que cette croissance continue en organique et avec de nouvelles marques. Très bien. Et vous me parliez de la refonte de l'organisation commerciale. C'est du recrutement ou il y a une autre manière de... Alors, de il y a deux fonctionner? choses. Il y a d'une part des mouvements internes, bien entendu, mais aussi pas mal de recrutements qui ont eu lieu et qui sont en train de se finaliser. D'accord. J'avais un objectif en arrivant il y a 6 mois, c'est qu'on soit prêt pour le prochain exercice fiscal. Ce sera le cas. Très bien. Merci Bruno. Merci, Johan. À bientôt. Bonne continuation. Merci, bonne journée, bon salon.
Je suis maintenant avec Jérôme Commun, président de Resadia. Bonjour Jérôme. Bonjour Johan. Alors vous êtes président de Resadia, mais vous êtes aussi Folia Team. Oui, tout à fait. Rappelez-moi. Oui, je suis directeur du centre de service de tout ce qui est LAN, Wi-Fi et cybersécurité au sein du groupe Folia Team. Ex-Scopelec. Alors, qui a intégré Scopelec il y a maintenant un an, l'activité usage et service de Scopelec, qui était le pôle intégration en fait du groupe Scopelec. Voilà, donc l'activité qui a survécu aux difficultés de lancer. Oui, voilà. Alors, effectivement, on va parler principalement de votre activité au sein de Resadia. Alors, on va peut-être rappeler déjà, Resadia, c'est un groupement. Sa spécificité. Alors la spécificité de Resadia, c'est que c'est une SAS qui est composée d'une trentaine d'associés, donc qui ont mis en place une mise en commun de moyens pour des actions telles que aller chercher des marchés, du business en fait au final pour ces associés. Alors voilà une répartition géographique France entière. Oui, France entière, Dom-Tom. Donc on est présent en Guyane, on est présent en Réunion, et on est présent sur toute la France. La nouveauté depuis maintenant un an, c'est qu'on est aussi présent. On déborde sur la Belgique au travers d'un de nos associés qui est Trust Team, qui est sur le Benelux. Voilà, c'est un peu la nouveauté. Okay. Alors, est-ce qu'il y a eu des événements marquants pour Resadia au cours des 12 derniers mois? Alors, en fait, Resadia, depuis 2 ans, s'est concentré à refaire un petit refresh stratégique. On vit des grosses mutations technologiques dans nos métiers. Pour se concentrer sur aller chercher des marchés pour ses associés. Bien sûr, aller travailler mieux les achats pour les associés et surtout porter des gros partenariats. Les faits marquants 2023, c'est l'obtention d'un nouveau marché UGAP autour de l'optimisation du WAN avec des partenaires comme Streamcore et Cisco. C'est le recrutement d'un directeur du développement. On veut maintenant se donner des moyens d'aller chercher plus de marchés, plus de business. Et on contracte des nouveaux partenariats avec un gros développement sur la cyber, c'est d'actualité. Et Resadia permet d'aller chercher ces nouveaux marchés pour les associés. De nouveaux partenaires, lesquels? Alors on va citer des gens comme Systentia, comme Qualys, comme Manage Engine. Voilà, tout un écosystème autour de la cyber. On a créé une boîte à outils cyber pour nos associés. On va parler de WatchGuard, avec qui par exemple on a monté... Oui, j'allais dire plutôt des Français jusque-là. Alors plutôt des Français. Bon, il y a une appétence. On est un groupement de PME, donc naturellement on travaille avec nos pairs de PME et de TI, et naturellement on va essayer aussi de faire progresser des structures françaises qui sont émergentes dans ces nouvelles technos. Bon, mais pas que. Donc vous alliez dire, WatchGuard. Et WatchGuard est devenu aussi un des partenaires du groupement. Voilà. On continue bien sûr de travailler avec les majors, comme VMware, comme Vim, comme HPE, comme Dell. Ah oui, vous continuez à travailler avec VMware. Ouais. Oui. Vous avez de la chance. Justement, voilà, le marché évolue et il faut qu'on s'adapte. Et je pense que des groupements comme les nôtres sont justement une bonne manière de travailler avec les leaders mondiaux qui par moment font quelques virages ou confirmations stratégiques, parce que voilà. Vous n'étiez pas surpris? Non, moi je pense que cette consolidation du marché, elle est là. VMware elle ne fait pas exception à la règle, donc et Broadcom va maintenant tirer meilleure partie de l'investissement qu'ils ont fait, donc voilà. Alors peut-être qu'il serait intéressant que vous nous disiez quelle a été la dynamique de croissance pour vos adhérents, pour vos membres en 2023. Est-ce que, comme certains le disent, le marché a un petit peu ralenti, c'est un petit peu... Oui, je confirme, le marché se tend, c'est un peu le retour de l'ensemble de nos associés. C'est aussi le moment de travailler nos transformations.
On a des nouvelles technologies qui émergent. On parlait de la cyber, il y en a d'autres, l'IA arrive. Mais c'est aussi un nouveau modèle économique qui est en train de se mettre en place. On parle maintenant de services managés, donc bon nombre de nos associés qui ont franchi le gap de l'opérateur télécom sont maintenant en train de se tourner vraiment vers les services managés, IT, cyber, collaboration, parce qu'on continue, et ça reste encore une grosse part de marché, un gros chiffre d'affaires au sein des associés, que de continuer à être le partenaire collab. Et ça permet de devenir un guichet de proximité et d'être l'interlocuteur unique des PME, des ETI et des belles administrations françaises. Ah oui, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, vous parlez de confirmation du mode as a service dans les télécoms. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises ont besoin d'agilité, ont besoin de visibilité sur leur budget. Ils préfèrent maintenant acheter de l'abonnement. Ils préfèrent externaliser leurs prestations parce qu'on a des grosses tensions aujourd'hui dans le métier, point de vue RH. Et l'approche service manager permet justement de travailler en mode abonnement, service inclus, et d'externaliser ce service chez ces opérateurs de services, ces fameux MSP, dont on parle maintenant sur le marché français. Et c'est pour moi la prochaine transformation des intégrateurs. Alors ça se traduit par quoi, par exemple? Quand on dit as a service dans les télécoms, c'est du trunk SIP à tous les étages? Alors pour nous, c'est bien sûr de la collaboration as a service. Et au lieu d'investir dans un bon vieux PBX, on va acheter un usage de la téléphonie et de la téléphonie collaborative, qu'on va lier bien sûr avec du trunk SIP. Mais c'est aussi mettre des infrastructures IT à disposition. C'est VM, services virtualisés par abonnement par mois. Et c'est derrière aussi proposer des solutions de sécurisation en abonnement par mois, tout inclus, avec la prestation de service qui permet d'être sûr que la solution sera toujours upgradée, tant en fonctionnalité qu'en système de sécurité. On parle beaucoup de patch, de failles de sécurité. Donc le service manager, c'est un de ses jobs que de maintenir en sécurisation les solutions des clients. Alors vous avez remporté de gros appels d'offres. Alors sur les appels d'offres, on travaille beaucoup avec une centrale d'achat qui est l'UGAP, donc avec qui on performe. On était content de la revue de contrat qu'on a fait il y a pas 15 jours où notre donneur d'ordre était très satisfait des prestations et de notre job. Quel marché précisément? Alors c'est le marché de la voix, de la téléphonie d'entreprise, de la voix sur IP. Avec un partenaire, avec un constructeur? Alors on travaille avec plusieurs partenaires, mais le principal étant Alcatel. D'accord. Après on va travailler avec des gens comme Kiamo pour tout ce qui est centre de contact, des gens comme Ascom pour tout ce qui est gestion des appels d'urgence. Et nous avons là récemment remporté un lot sur la partie data réseau, qui est l'optimisation des liens WAN et le routeur. Voilà, avec Cisco et Streamcore, qui sont deux partenaires qu'on a embarqués sur ce marché-là. Ça c'est nouveau, c'est pas un renouvellement? Ça c'est nouveau, c'est tombé, c'est arrivé en décembre. Vous l'avez pris donc à un autre... Oui, on l'a pris un de nos confrères, bien sûr. Et on est en train de lancer ce marché. C'est un marché qui est beaucoup plus petit que ce qu'on peut connaître sur le marché UGAP Voix, mais qui va nous permettre de proposer des prestations aussi d'audit TOIP. C'est quelle taille le marché? C'est un marché qui est autour de 1 à 2 millions d'euros par an, donc beaucoup plus petit que ce qu'on connaît sur la partie télécom. Ok. Alors bon, on a parlé 2023. Est-ce que vous avez des projections sur 2024, des chantiers en cours et puis des projections de croissance? Alors, les chantiers en cours 2024, c'est pour nous l'année de l'accélération commerciale. On met des moyens pour aller maintenant essayer de porter nos savoir-faire et notre capacité de gérer des beaux marchés auprès des centrales d'achat publiques et privées. D'accord, donc vous continuez sur ces stratégies. C'est toujours cette stratégie-là. Voilà, c'est mieux travailler maintenant avec les partenaires IT.
Le cas Broadcom est un cas d'exemple hein, où Resadia a du sens maintenant pour pouvoir discuter avec les leaders du marché. Et c'est aussi accompagner nos associés sur une approche de fédération d'offres. Chaque associé a son centre de service, sa spécialité. Et Resadia doit fédérer ses centres de service pour que chaque associé puisse porter des spécialités. Voilà, par exemple, nous avons un associé qui s'est designé et qui a une grosse expertise dans la partie SharePoint et il permet d'apporter cette compétence-là aux associés de proximité. Voilà, qui sont plutôt qui peuvent être un peu plus généralistes ou porter eux une autre spécialité. Voilà, donc ça c'est l'enjeu aussi de cette année 2024, c'est de mettre du lien sur les services au sein du groupement. Vous faites comment? Vous faites comment pour apporter ce lien? C'est des outils, c'est des process? Alors c'est avant tout fédérer les énergies. Hein, c'est d'abord ça, hein, l'énergie qu'on met à ça. Et après, oui, c'est du process, c'est de la visibilité aussi, de savoir ce que font chaque associé. Parce que même si on se voit plusieurs fois par an, on connaît pas forcément dans le détail les compétences de chacun. Donc c'est là le rôle aussi de Resadia, de faire émerger ces savoir-faire au sein du groupement. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2024? Donc une idée de croissance? Une année de réussite commerciale, une année de croissance. On est aussi en recrutement de nouveaux associés. Donc oui, je vous souhaite que de belles entreprises viennent nous rejoindre. Je pense que c'est une belle aventure que de participer à Resadia. Voilà, donc je finirai sur ce point-là qui reste. Merci Jérôme. Merci à vous. Merci. Je suis avec Julien Nérial de Nérial Informatique. Bonjour Julien. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous aussi? Oui, merci. Alors, on ne représente pas Nérial, mais enfin, si quand même. Vous êtes dans le centre de la France. Vous êtes maintenant très porté sur les services managés. Mais vous avez un historique d'infrastructure. Vous faites de la cyber, vous faites un peu tous les métiers de l'IT. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, effectivement, un recentrage depuis 6 ans maintenant sur les métiers des services managés, hein, autour principalement des expertises du réseau et de la virtualisation. Et aujourd'hui, les 3 métiers vraiment de Nérial Informatique, c'est l'hébergement IaaS, chez nous, hein, sur une infrastructure de cloud privé, l'infogérance, notre métier historique, et la cybersécurité, principalement autour de services managés qui sont le endpoint et la partie firewall. Alors, quoi de neuf chez Nérial? Eh bien écoutez, une forte croissance sur l'exercice précédent en service managé, sur ces 3 métiers-là, sur lesquels on est sur une croissance continue de 20% depuis 5 ans. Hein, donc c'est vraiment une réussite de ce point de vue-là? Donc ça c'est vraiment une très grande satisfaction, pour nous en tout cas, effectivement. Et avec donc une réorientation des expertises hein, au sein de l'entreprise? Oui, le sujet du service managé nécessite une transformation de la manière de faire. Donc c'est vrai que la connaissance de base de nos collaborateurs est toujours la même, mais la manière de travailler, d'organiser le delivery et le MCO est très différente. Donc effectivement, on a connu un turnover important ces 3 dernières années. Les équipes ont été renouvelées et on est effectivement aujourd'hui sur des manières de faire et de travailler qui sont quand même radicalement différentes d'il y a 5 ans. Le quotidien chez Nérial est quand même différent. Oui, puis alors ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est que vous êtes la 3e génération et que finalement l'entreprise n'a pas arrêté de se réinventer. Oui. Et c'est la dernière en date. Exactement. Dernière réinvention en date. Exactement, c'est en changement de modèle économique. Oui, c'est vrai qu'on vient de la distribution, les 15 premières années, 15 autres années où on a diversifié. Ce qui est la tendance un petit peu générale quand même du marché encore actuellement. Et moi, depuis 5 ans, j'ai pris la décision de spécialiser l'entreprise sur ces métiers à forte valeur, hein, avec justement une expertise que j'avais la chance de pouvoir avoir dans mes équipes, des clients qui nous faisaient confiance et qui étaient sensibles à cette expertise, qui étaient là pour l'expertise. Et au lieu de faire le choix de diversifier pour aller chercher à maximiser les chiffres d'affaires et le profit,
avec une vision de pérennité qui caractérise souvent les entreprises familiales et qui est vraiment ma vision à moi de l'entrepreneuriat. C'est naturellement vers le service manager que j'ai orienté la stratégie et les efforts du quotidien. Donc ça a été un travail de longue haleine, avec des satisfactions tous les ans, mais ça reste un travail de longue haleine. Alors voilà, bon, on va peut-être redire. Alors donc, grosse croissance sur les services managés, de l'ordre de 20%. Oui. Quoi d'autre? Il y a des activités qui s'arrêtent ou qui se portent moins bien? Alors il n'y a pas d'activité qui s'arrête. Vraiment, on parle de transformation, j'en parle souvent, puisque ce qu'on vendait avant, de plus en plus, on le vend en contrat. D'accord. Donc c'est une des problématiques de la transformation. C'est-à-dire que voilà, si on signe aujourd'hui un contrat sur des antivirus à 6 mois de l'exercice, par exemple, ce qui est le cas aujourd'hui pour moi, je vais prendre 6/36e de la marge par rapport au modèle d'avant. Oui. Donc ça c'est ce qui change. Donc globalement, ça induit une baisse du chiffre d'affaires négoce à périmètre constant. Et ça, c'est effectivement une des difficultés. Et dans le delivery également, ce ne sont plus les mêmes profils qui vont installer les services managés que les anciennes infrastructures. Donc là également, on a des difficultés à gérer dans les équipes, l'organisation et la qualité de service. Effectivement, la contrepartie, c'est donc une baisse de ce business delivery, on va dire standard, qu'on fait encore, heureusement, un petit peu, mais qu'on fait beaucoup moins. Donc cette partie-là, elle s'est réduite. Oui, parce que historiquement, vous faisiez du PC, du serveur. Alors maintenant, vous vendez du PC as a service? Aujourd'hui, sur nos grands comptes, on vend plus les PC. Voilà, on a des grands comptes nationaux sur lesquels on vend plus les PC, mais on intervient quand même en service. D'accord. Et aujourd'hui, pour faire simple, on ne vend que le produit, un petit peu à l'image d'un éditeur. S'il y a un intérêt, on accompagne le client, au choix de ce matériel, à l'installation de ce matériel. S'il y a vraiment une raison de valeur. Sinon, effectivement, on ne va pas chercher à développer les ventes. On a encore, heureusement pour nous, certaines habitudes. On a encore quelques belles affaires négoces où on vend du poste, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le focus que l'on fait. Ok, alors l'une des actualités importantes vous concernant, ça a été la création d'une agence à Lyon. L'année dernière, c'est ça, ou il y a 2 ans? Oui, au mois de juin 2023. Ok, et alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça fonctionne? Alors ça fonctionne, c'est vraiment une grande satisfaction sur l'année dernière d'avoir pu initier ça avec une petite équipe, une société qui existait à Lyon depuis 3 ans et qui s'appelait PG Management. D'accord, c'était un rachat? Voilà, prise de participation pour être très précis, sur un modèle de réseau où Nerial a pris la majorité de cette entreprise avec un projet commun qui est de venir transformer le parc et développer le parc autour du modèle de service managé que Nerial maîtrise aujourd'hui. D'accord. Donc les services managés à haute valeur ajoutée à distance sont produits à Clermont-Ferrand. Voilà. Et les gestes de proximité, le suivi de proximité est fait dans l'agence. Vous faites un petit Xefi? C'est différent dans le sens où l'ambition n'est pas une franchise. Et l'ambition n'est pas d'être 100% propriétaire des sociétés. L'ambition est plutôt une approche territoriale que celle que je connais et que j'aime en fait du métier. Un petit peu moins business, un petit peu moins ambitieuse, on peut le dire. D'aller vraiment suivre des clients en prenant le temps, en se mettant moins de pression financière, mais du coup forcément accepter aussi que ça aille moins fort. Moins vite. Moins vite, moins fort, voilà. Donc en ce sens-là, c'est pas comparable avec Xefi, ni dans le modèle, ni dans l'ambition. Oui. Mais il y a quand même une ambition de se développer plus que. Alors c'est ça, puisque historiquement vous êtes sur une région. Encore avant, il y avait eu une expansion nationale, mais vous étiez recentré sur une région. Et là, vous ressortez de votre région et avec une ambition d'élargir. Donc après Lyon, apparemment, il y a d'autres étapes. Exactement. L'ambition, là, c'est de rouvrir cette année une agence supplémentaire. L'année prochaine, entre 1 et 2 agences supplémentaires. Et à horizon 5 ans, d'avoir une dizaine d'agences. Alors, aujourd'hui, vous êtes à combien d'agences? Aujourd'hui, on a que Lyon. Vraiment que Lyon, voilà. D'opérationnel, parce on a que que vous Lyon. avez un seul site, c'est Clermont. Oui. Donc, il y a un Lyon. Et cette année, il y en aura une deuxième. Vous savez déjà où? Non. Mais une idée? Il y a des idées, oui, il y a pas mal d'idées. Il y a plusieurs idées. Il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de choses. Et ça passe par des prises de participation, c'est ça, dans des sociétés existantes? L'idée, ça va surtout être sur la partie personne aujourd'hui. Dans notre métier, un des leviers pour moi, c'est la ressource humaine, la trouver compétence. les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes. Donc libre ou pas? Pardon?
libre ou pas, c'est-à-dire en poste ou disponible. Oui, et puis dans le modèle d'agence aussi. C'est se dire trouver les bonnes personnes avec un projet qui fasse sens pour tout le monde. On va dire que le prérequis étant évidemment de porter un modèle économique et une marque. En ça sera Nerial et le modèle, ça c'est figé. Mais il y a d'autres choses qui sont un petit peu moins figées qu'un modèle de franchise. D'accord. Alors, bon, il y a pas mal de tendances sur le marché. Alors, je sais pas, on peut parler de la croissance économique, enfin, le ralentissement de la croissance en 2023. On peut parler de la hausse des prix des logiciels, d'intelligence artificielle, de changement de modèle économique pour VMware. Alors, est-ce qu'il y a des sujets qui vous interpellent? Ah oui, les 3 sujets sont passionnants. Lesquels sont les plus intéressants pour nous aujourd'hui? À titre personnel, évidemment, celui qui m'intéresse le plus, ça va être l'intelligence artificielle. C'est celui qui est le plus lié à notre métier et qui, pour moi, va passer entre les gouttes des autres sujets de croissance économique. Parce que ceux qui vont réussir à ne pas souffrir de la baisse du tassement de la croissance, c'est ceux qui vont savoir innover vite, s'adapter vite. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre besace? En ça, l'intelligence artificielle offre des possibles fabuleux. Alors, vous allez automatiser vos services managés avec l'intelligence artificielle, c'est ça l'idée? Là, début 2024, ce qu'on a mis en place qui tourne chez nous, c'est le technicien support augmenté. C'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle pour analyser l'historique des tickets, de la manière dont nous l'avons traité sur nos données, pour identifier rapidement la résolution de cas similaires. D'accord, donc vous avez fait tourner un modèle avec vos propres données, c'est ça? Exactement. Depuis quand? Ça, c'est tout frais, ça c'est début d'année, c'est mi-janvier. Et ça marche? Et ça marche. On n'est pas au niveau. Et là, on voit les détails, comme toujours, de tout n'est pas très facile. Donc ça va nécessiter encore pas mal de travail, puisqu'on se rend compte que pour que ça serve, il y a une manière de rédiger la clôture des tickets qui n'est pas la culture actuelle. Ah ouais, donc il va encore falloir évoluer. Donc il faut comprendre ce que c'est, les outils, mais c'est pour ça que ces outils ils sont passionnants et ça peut pas aller aussi vite qu'on aimerait, malgré que ça puisse aller très vite. D'accord. C'est que là, il va falloir qu'on s'améliore pour arriver vraiment à ce que moi j'espérais pouvoir faire dès le mois de janvier, mais c'est déjà pas mal. Vous utilisez quel outil? Alors là, OpenAI, c'est un petit peu compliqué. Globalement, on passe avec un partenaire à nous qui est expert dans les bases de données, on va dire dans les nettoyages de bases de données, les préparations de bases de données. Ouais. On anonymise les bases de données. Ouais. On fait un pré-traitement en France sur du Mistral. D'accord. Et après, on va requêter sur un petit échantillon anonymisé sur ChatGPT. Voilà. Globalement, ça fait une espèce d'entonnoir comme ça. D'accord. On va sélectionner les requêtes, minimiser les requêtes les plus pointues. Ok, alors vous êtes souverain, vous avez votre data center en France. Vous faites un peu de cloud public, du Azure, du AWS ou pas? Alors aujourd'hui, non, on fait que du Microsoft 365 dans lequel il y a un petit peu d'Azure à travers Entra, AD, etc., SharePoint. Après aujourd'hui on n'est pas allé sur ces marchés du cloud public. Pourquoi? Volontairement. Oui. Ah voilà pourquoi, mais c'est facile. C'est du sujet, la ritournelle on va dire de nos métiers. Oui. Aujourd'hui les clients, qu'est-ce qu'ils aiment chez un partenaire comme nous? Ils aiment quand la lumière s'éteint, j'appelle mon partenaire qui a les commandes et la boîte à outils pour me remettre la lumière. Quand tu es dans le cloud public, c'est attendez, j'appelle Microsoft. Voilà. Et puis je vous dis ce qu'ils me disent, je fais le passe-plat. Donc aucune valeur pour vous. Et vos clients surtout. Il y a une très grande valeur en MCO, en mise en service. Par contre, dans ce cas précis-là, de ce qu'attend inconsciemment un client aujourd'hui, PME, en région, on n'est pas dans la culture, quoi. Donc c'est pour ça que nous, on se précipite pas pour y aller et qu'on préfère être maître vraiment des services qu'on délivre, tout simplement. C'est l'ADN de l'entreprise aussi. Et ça fonctionne? Nous, le cloud en IaaS qui est certifié hébergeur de données de santé, aujourd'hui, nos clients n'ont jamais été coupés. Donc c'est... Alors Azure, beaucoup de clients n'ont jamais été coupés. Certains clients ont été coupés. Certains clients ont perdu des données. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc comme en 2024 en termes de croissance et est-ce que vous avez des sujets des prioritaires? Priorité, les équipes,
conserver des équipes motivées et les collaborateurs. Oui, parce que vous me clés. disiez que ça a été compliqué, il y a eu du changement de personnes clés. Oui, les clés, non, heureusement. Après, on a eu beaucoup de on a un turnover qui s'est mis en place depuis 3 ans, qui est un lié changement. à votre changement, à votre transformation. Lié à la transformation et au contexte aussi, de tension sur le marché du travail et d'état d'esprit des gens suite au Covid. C'est un peu l'effet cumulatif des 3 sujets qui font que, effectivement, c'est quand même assez sport. Donc ça, c'est un enjeu clé, de toute manière, pour continuer à progresser. Et puis derrière, si les offres sont sérieuses, que les hommes sont sérieux, que la boîte est sérieuse, a priori 44 ans, jusqu'à là, c'est le cas, le reste, ça se fait, si on travaille, ça se passe bien. Donc, 2024... Des bons recrutements, des belles agences. Ouais. Voilà. Et de la croissance. Et la croissance sera là s'il y a tout ça. Vous misez sur 20%. 20%. Le trend en croissance cette année, on est sur 20% encore. Ouais. Ah ouais. En croissance de service manager. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Merci. On vous souhaite le meilleur. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Channel News. Nous continuons nos interviews avec les acteurs du monde de la distribution, éditeurs, revendeurs, grossistes. Et nous sommes avec 2 invités. Nous sommes avec, je relis mes listes, Frédéric Cluzot. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes cofondateur d'Hermitage Solutions. Et nous sommes également avec Massimo Rapparini. Massimo, bonjour. Alors Massimo, vous êtes General Manager de GN. Alors, on va parler de vos 2 entreprises. Allez, un mot sur Hermitage Solutions, Frédéric. Alors Hermitage Solutions, c'est un distributeur à valeur ajoutée. On a été créé en 2002. On a aujourd'hui plus de 600 partenaires sur toute la France pour distribuer un portefeuille majoritairement de solutions de cybersécurité. Alors, GN, on va s'attarder un tout petit peu plus longuement. Il y a eu un rapprochement de 2 marques historiques, Avast et Norton. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte de ce rapprochement et puis la création d'une nouvelle entité? Oui, certainement. Alors, GN, c'est une société qui est née après la fusion entre Norton et Avast, comme vous disiez, en 2022, et avec le but de fournir des solutions de cybersécurité pour les particuliers, mais aussi pour les sociétés. Notre mission, c'est vraiment de faciliter l'accès au monde digital, au numérique, pour tous les individus, pour toutes les sociétés aussi. Et pour vous donner une idée de l'échelle, on est une société globale avec un chiffre d'affaires de presque 4 milliards de dollars. Et par exemple, l'année passée, on a bloqué plus de 10 milliards d'attaques cyber sur des petites entreprises dans tout le monde. Là, pour qu'on soit très clair, la marque sur laquelle vous communiquez aujourd'hui, c'est Norton, c'est GN? On a 2 marques, vraiment 2 piliers spécifiquement qu'on présente. L'une, c'est Avast, c'est la tradition, disons, qu'on avait en France avec une marque spécifique pour les PME. Et maintenant, on vient juste ce mois-ci de lancer une nouvelle marque qui s'appelle Norton Small Business sous la marque Norton. Et ça, l'idée, c'est évidemment de trouver une solution qui est spécifique pour les TPE, les toutes petites entreprises qui ont besoin de quelque chose qui est assez simple, mais en même temps assez puissant. Est-ce que justement la collaboration avec Hermitage Solutions vous permet, et comment est-ce qu'elle vous permet de toucher ces cibles que vous venez de mentionner? Massimo et puis après Frédéric. Oui, c'est un aspect très important et critique pour nous. La stratégie, c'est d'avoir la croissance dans le marché et de servir de plus en plus de sociétés avec des partenaires comme Hermitage. C'est un partenariat qu'on a déjà depuis 2016 et c'est quelque chose qui nous a permis vraiment d'approcher beaucoup de clients dans le marché avec l'expertise qu'eux ils fournissent et la valeur ajoutée qu'ils ajoutent pour leurs clients avec nos solutions. Frédéric, un mot sur la cible des PME, justement. Alors, effectivement, avec les produits de Norton, notre idée, notre vision du marché, c'est de pouvoir adresser effectivement le marché des très petites entreprises qui ont besoin aujourd'hui de sécuriser leur système d'information, c'est peut-être le terme est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas leurs données de façon simple mais efficace. Donc les produits de Norton, je pense, répondent particulièrement bien à cette problématique et à cette cible du marché. Qu'est-ce qui leur permet justement, si on rentre un peu dans le détail, de répondre à cette cible? C'est-à-dire qu'ils sont hautement automatisés, il y a des tableaux de bord peut-être simplifiés, on sait que dans les TPE on n'a pas forcément de DSI. Qu'est-ce qui fait justement des produits Norton, des outils particulièrement efficaces
pour cette cible? Vous pouvez répondre indistinctement, Frédéric ou Massimo. Je vais laisser Massimo peut-être répondre plus amplement sur les fonctionnalités, mais ce qui est important, c'est que ces entreprises, ces TPE, passent par des partenaires et donc elles délèguent l'expertise à leurs prestataires préférés qui vont la délivrer avec les outils de Norton. Massimo, sur cette question. Je pense que l'importance du produit comme Norton Small Business, c'est le fait que ça répond, disons, à un besoin qui est entre ou quelque chose de très complexe pour des sociétés qui sont plus grandes ou plus complexes, ou des produits consommateurs qui ne sont pas vraiment destinés pour des TPE. Alors avec Norton Small Business, on a des fonctionnalités qui sont similaires aux consommateurs, avec par exemple la protection des appareils, la protection des activités en ligne, mais aussi il y a des aspects qui sont spécifiques. Disons l'entreprise par exemple avec l'accès à distance avec un VPN, évidemment un garde-feu, le stockage disons des données dans le cloud, tous ces aspects qui sont spécifiques à des entreprises aussi. Une dernière question, qu'est-ce que vous allez présenter cette année? Qu'est-ce qu'on va trouver en allant sur vos stands cette année? Certainement, on va pousser l'idée et la valeur, je pense, de Norton Small Business comme solution. Pour vous donner un exemple, globalement, plus de 30% des sociétés, des toutes petites entreprises n'ont pas des mesures de sécurité satisfaisantes pour se protéger des attaques cyber. Et nous pensons qu'il y a vraiment un besoin spécifique qui n'est pas servi aujourd'hui. Avec Norton Small Business, on pourra le servir. Et de l'autre côté aussi, on veut montrer le fait qu'on a des piliers aussi qui sont spécifiques pour des fournisseurs de services sécurité. Si vous êtes un fournisseur qui rend des services à des entreprises, des PME, nous avons aussi des solutions sur Avast qui font partie de la société Gen, qui seront capables de vous donner l'accès par exemple et le contrôle centralisé de plusieurs utilisateurs ou de plusieurs sociétés aussi. Plein de très bonnes choses. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.